printemps 1945, l'Allemagne nazie est vaincue. Les armées alliées sont en Bavière. Les troupes françaises et américaines prennent le nid d'aigle d'Adolf Hitler et hissent le drapeau sur cette forteresse. Parmi eux, Bernard de Nonancourt, un jeune officier de 25 ans. Il vient de Champagne. Sa mère possède la maison Laurent Perrier. Alors, ils font une découverte, c'est la cave. Bah, bien sûr, c'est la cave. La cave qui avait été constituée par Göring, qui était un gros consommateur et un grand amateur de champagne. Et là, ils vont effectivement trouver des milliers de bouteilles. Devant lui brille un trésor. 1 demi-million de bouteilles des meilleurs vins. Des Lafite Rothschild, des Mouton Rothschild, des Latour, Yquem ou Romanée Conti. Dans un coin, des cognacs et des portos dont une bonne partie date du 19e siècle. Le jeune Nonancourt est impressionné par les centaines de caisses de champagne. Il les connaît. 5 ans plus tôt, il avait vu les soldats allemands les embarquer dans leurs camions, pillant consciencieusement les caves. Ce butin, il l'a devant ses yeux. Ils vont se servir un peu. Il y a eu quand même pas mal de consommation sur place, ce qui me semblerait normal. C'était un trésor inimaginable. Qu'un homme comme Hitler, qui n'appréciait pas le vin, ait pu stocker autant de merveilles dans une cave spécialement creusée dans la montagne, lui semble incroyable. Toutes ces bouteilles avaient été pillées et achetées par les Allemands depuis le début de l'occupation en France. Comment ont-ils fait pour piller ce trésor? Les Français ont-ils laissé faire? En juillet 1939, les prévisions de récolte sont excellentes. Le temps clément promet un très bon millésime. Puis, il pleut sans discontinuer pendant 6 semaines. Les températures chutent, tout comme l'humeur des viticulteurs. Pour la seconde fois, ils vendangent juste avant que les vignes ne se transforment en champ de bataille. En septembre 1939, l'Alsace est déjà au cœur de la mobilisation militaire française. Les vignerons se font du souci pour les vendanges à venir. Comme tout le monde, ils sont inquiets. La France déclare la guerre à l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale vient de commencer. Dans le Haut-Rhin, au cœur de l'Alsace, dans le petit village de Riquewihr, la famille Ugel travaille la vigne depuis plusieurs générations. André est alors un jeune adolescent. Il se souvient de ses premiers mois de guerre. À Riquewihr, d'abord, nous recevons tous les gens qui sont évacués à 10 km du Rhin, ce qui a fait, avec Strasbourg, 400 000 personnes qui sont évacuées. Le gouvernement orchestre une imposante campagne pour venir en aide aux vignerons. Des délais sont accordés aux viticulteurs appelés sous les drapeaux. Des détachements de militaires sont dépêchés dans les vignobles. La réquisition des chevaux de trait est reportée jusqu'à la fin des vendanges. Le vin de 1939 a été rentré avec l'aide des chasseurs limousins. Millésimé de 1939, sous le signe du courage et de la volonté de nos gars, contraints à démontrer une fois de plus qu'il n'est plus irréductible guerrier que les hommes férus de liberté et de paix, le vin d'Alsace, le vin de la frontière, sera plus que jamais chantant comme un hymne et capiteux comme une ferveur. Mais 1939 était l'année la plus misérable du siècle. Si nous avions la richesse en sucre exigée actuellement, pas un litre produit en Alsace aurait le droit d'être vendu comme vin d'Alsace. C'est vous dire que c'était minable. Partout en France, ce millésime 1939 est le pire du siècle. Eliane de Langzin-Mihail vient d'une grande famille de viticulteurs bordelais. Les Mihail possèdent alors plusieurs châteaux dans le Médoc. Eliane a 13 ans pendant la drôle de guerre. Et on disait, plus on a de châteaux et plus on est pauvre. Car un château voulait dire charge. Charge de salaires à payer, charge de travail à fournir, non rémunéré puisqu'on ne vendait rien. Et nous partagions la pauvreté de nos employés, de nos vignerons. On vivait pareil, très, très modestement.
Et donc, 1939, ben, qu'est-ce qui se passe? Bien, nous, on commence par être envahis par les réfugiés. Tous nos cousins, tous les gens venant de Verdun, de Paris, toutes les familles. Parmi ces réfugiés, des amis de la famille, des juifs italiens. Persécutés, ils viennent de Trieste. Ce sont aussi des négociants en vin avec qui travaillent les Mihail. Ils demandent l'asile. On leur dit, bien entendu, vous êtes les bienvenus si on va vous aider. Écoutez, Palmer est une propriété dans laquelle nous recevons, nous organisons des dégustations, mais personne ne loge, car nous avons d'autres propriétés familiales. On vous installe tranquillement à Palmer. C'est à 3 km de Siran, c'est à Margaux. On sera ravis de vous aider. Et puis, on n'a jamais tant ri. Parce que c'était un mauvais moment à passer, mais on était sûr de la victoire. Et, peu avant l'invasion allemande, Marie-Louise de Nonancourt finalise en Champagne le rachat de la maison Laurent-Perrier. Elle vient d'investir pour que ses fils, Bernard et Maurice, puissent lancer leur propre affaire. Laurent-Perrier est une vieille maison qui date de 1812, mais après la mort de Madame Laurent-Perrier, est tombée sur son déclin et elle tournait à rien. Et ça a donné l'idée à Marie-Louise de Nonancourt de racheter cette maison-là qui ne correspondait plus à rien. En 1939, c'était, dit-on, 12 000 bouteilles en cave hypothéquées, les ventes réduites pratiquement à rien, 7 hectares de vignes, enfin c'était encore le plus gros intérêt. Il n'y a pas grand-chose, mais il faut quand même tout faire pour préserver ce petit capital. Les Allemands n'ont pas laissé un grand souvenir lors de la dernière guerre, où tout avait été pillé et détruit. Marie-Louise de Nonancourt fait donc murer une partie de sa cave pour y dissimuler son stock de 12 000 bouteilles. On dit même qu'elle avait fait, dans la niche où elle avait stocké ou une partie de ses bouteilles, elle avait installé la statue de la Sainte Vierge qui lui était personnelle. Comme en Champagne, partout on se met à protéger ses bouteilles et ses fûts de vin. À Paris, tous les établissements qui ont des stocks de vin se préparent à l'inévitable. André Terrail, le propriétaire du plus célèbre d'entre eux, le restaurant La Tour d'Argent, est particulièrement inquiet. Son fils, Claude, arrive à Paris le 12 mai 1940, 2 jours seulement après que les Allemands aient franchi la Meuse. Alors mon père, Claude Terrail, était à la tête de l'établissement. Lui était assez patriote. Il était aviateur à Bron, tous les avions français étaient cloués au sol, bombardés par les Allemands. Et il est rentré précipitamment à Paris. Il s'est confié à un maître d'hôtel et ils sont descendus en cave. Et il a pris le temps de mettre de côté, en fait, dans la partie la plus profonde en fait, des caves, les bouteilles les plus prestigieuses. Sa cave représente l'œuvre d'une vie. Elle était en quelque sorte son âme. André Terrail avait consacré des années à choisir les vins de cette cave qui contenait plus de 100 000 bouteilles, dont certaines remontaient au XIXe siècle. Les banquiers, stars et aristocrates du monde entier venaient dans son restaurant parisien pour déguster son canard au sang et ses vins exceptionnels, comme celui de 1867. Et c'est vrai qu'on a pu préserver notamment les plus belles bouteilles, donc toutes les magnifiques fines cafés anglais, des magnums de Porto qu'on appelle Retour des Indes, parce qu'ils partaient sur un bateau et ils revenaient en France, sont restés dans nos collections. Pour mon père, il disait toujours qu'il n'a pas sauvé la France, mais il a sauvé ses vins. À Beaune, en Bourgogne, on craint aussi le pillage en cas de victoire allemande. Maurice Drouin, de la maison Drouin, a des dizaines de milliers de bouteilles en stock. Sans doute l'une des plus belles caves parmi les grands négociants de Bourgogne. Sa cave est un véritable labyrinthe de galeries dont certaines ont été creusées au XIIIe siècle. Son fils Robert est alors âgé de 8 ans. Quand les Allemands ont envahi la France, à Beaune comme partout, on craignait les pillages. Ça n'a été le cas que dans les caves qui n'étaient pas occupées par les habitants. Et donc, mon père était évidemment très ennuyé. Il a eu l'idée de murer une partie des caves derrière laquelle se trouvaient les vins les plus importants, dont les vins du domaine de la Romanée-Conti. Et nous sommes à l'emplacement
où la cave a été murée. Donc ici même se trouvait un mur élevé à la hâte en 1940. Je me souviens encore d'ailleurs de la construction parce que pour nous c'était un amusement et on était chargé de soi-disant la maquiller un petit peu avec de la poussière, des toiles d'araignée, etc. Et ce mur est resté rempli son effet, encore que les Allemands ne sont pas vraiment descendus dans les caves lorsqu'ils sont arrivés à Beaune. Beaucoup de grandes maisons murent ainsi leurs caves. Mais dans l'euphorie qui suit leur victoire, les Allemands pillent copieusement les domaines qui n'ont pas pris leurs précautions. Puis, les occupants s'installent, réquisitionnant les maisons, puis c'est au tour des vignobles, comme à Bordeaux. Et bien entendu, trop heureux d'occuper tous les châteaux. Et ils réquisitionnent tout, soit pour les états-majors, soit pour la troupe. À Palmer, l'ordre de réquisition est pour un lendemain. L'ennui à Château-Palmer, c'est que les bonnes bouteilles ont été mises à l'abri, mais pas les amis juifs de la famille. On monte à Palmer une paroi, un mur de briques entre la cuisine du château et des chais, en ramenant le maximum de poussière pour bien salir et bien prouver que c'était là depuis toujours. Et puis on colle tous nos amis juifs derrière ce mur, et en disant aux enfants de ne pas faire de bruit, bien entendu. Et j'ai eu pour mission de porter la nourriture quotidiennement de Siran en bicyclette, passant devant les Allemands qui montaient la garde devant Palmer et qui me disaient « Bonjour mademoiselle ». Moi je disais « Bonjour ». Et dans mon panier, que je recouvrais de poireaux, de fleurs ou n'importe quoi, il avait toute la nourriture et pour ses familles. Et c'est ainsi que se passèrent plusieurs mois. Pendant ce temps, les Mihail font fabriquer de faux papiers. Il faut faire vite pour sauver leurs amis qui cohabitent clandestinement avec les Allemands. Et donc en octobre, dans les vendanges, on a vu mon père au volant d'une voiture, mon oncle à l'autre, partir avec tous les juifs dans la voiture, les faux papiers, les faux Ausweis, sachant bien qu'il y aurait des postes de contrôle tout le long de la route des Landes et de la zone atlantique. Je me rappellerai cette soirée à Siran, voyant les phares partir dans la nuit, et on m'a dit on ne les reverra jamais. Ils seront arrêtés à un contrôle. Eh bien, les papiers étaient particulièrement bien faits. Ils sont arrivés jusqu'à Bayonne. Ils ont pris le dernier bateau en direction de l'Argentine. Le vin et le champagne français sont les symboles de cette victoire éclair. Ils deviennent une prise de guerre. Et malgré les précautions prises, dans les vignobles, les Allemands profitent de la confusion pour piller certains domaines. Hitler ne consommait pas d'alcool, ou très peu en tout cas, mais par contre il y avait un homme absolument essentiel dans la machine administrative nazie, qui était Hermann Göring, qui lui effectivement avait presque une véritable obsession pour les vins de Bordeaux, pour les vins du Médoc, et même plus précisément pour Mouton Rothschild. Et il va avoir cette obsession, c'est d'avoir ces grands vins de Bordeaux dans sa cave, et peu importe si ça passe par du pillage pur et simple. Il y a du pillage difficilement chiffrable, mais un certain nombre de châteaux prestigieux qui appartenaient à des familles juives vont être l'objet de pillage des Allemands. Les Allemands ont aussi des visées sur d'autres prestigieuses propriétés du Médoc. Deux châteaux attirent notamment leur attention, Langoa et Léoville-Barton, deux premiers grands crus. Ronald Barton, son propriétaire, a quitté la France pour la Grande-Bretagne dès la nouvelle de l'armistice. Mon grand-oncle, il voulait joindre les Français libres. Et il a pris le dernier bateau qui a quitté Bordeaux pour Londres. Et lui, il est devenu officier de liaison, en fait, pour les Français libres. Ronald Barton a à peine rejoint l'Angleterre que les Allemands réquisitionnent et confisquent les propriétés de cette famille anglo-irlandaise présente à Bordeaux depuis le XVIIe siècle. Pour commencer, il me semble que les SS étaient arrivés dans le château. Ils avaient pris un peu possession, boire le vin, etc. Et il y a eu un court moment où il n'y avait personne dans le château, parce que les SS sont partis et devait arriver l'armée régulière. Et l'armée régulière, c'était un commandant
qui dirigeait quittait, on pense, dans le vin en Allemagne. Et il a dit, ah ben ici ils font du bon vin, donc on ferme tout à clé. Donc tout le travail de murer une partie du chai et d'enterrer une autre partie des vins dans la porcherie n'était pas très utile en fin de compte. Et donc ce commandant qui est arrivé, on lui a dit que de toute façon c'est une propriété irlandaise et que c'était neutre et qu'il n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit. Comme il est très difficile aux Allemands de savoir précisément si cette famille est véritablement à 100% irlandaise, la manœuvre porte ses fruits. Les 2 châteaux sont bien réquisitionnés par l'armée, mais la confiscation du vin est annulée et les bouteilles de cette maison sont sauvées. Dans Paris occupé, les autorités allemandes exigent la réouverture de tous les grands établissements pour y déguster les grands vins français. À la Tour d'Argent, les bouteilles sont bien cachées. À défaut de pillage, les nouvelles autorités allemandes veulent profiter des vins fins toujours disponibles au restaurant. Mon père, comme tout le monde ici en France, était un petit peu dans l'attente et avait décidé de fermer la tour et avait dit, voilà, un petit peu sur une boutade, de toute façon, moi, je ne rouvrirai jamais la tour. C'est inadmissible cette situation, évidemment. Et les Allemands lui ont dit très simplement, que, comme d'ailleurs tous les grands hôtels, écoutez, monsieur Terrail, vous savez, il n'y a pas trop de soucis. Si jamais vous ne voulez pas rouvrir vous-même le restaurant, on fera venir une équipe de Berlin. Donc mon père, tout à fait intelligemment d'ailleurs, comme beaucoup d'autres personnes en France, c'était une période assez trouble, a rouvert le restaurant. Il y avait un certain nombre d'établissements qui les faisaient rêver. Il y avait la Tour d'Argent, il y avait le Meurice, le St-Régis, Maxim's, c'était les établissements. Et pour eux, tout d'un coup, tout ça leur appartenait. Donc c'est vrai que les Allemands se sentaient chez eux. Donc oui, tout à fait, la Tour d'Argent faisait partie de ce circuit, je suppose, dont ils rêvaient. La capitale devient le terrain de jeu de tous les plaisirs des hommes forts de la Nouvelle Europe. Le Paris de tous les fantasmes devient accessible. Elle devient la ville des permissions pour les hommes qui reviennent des fronts. On y dépense sa solde sans compter en vin et champagne, femmes et restaurants. La Tour d'Argent, dirigée par Claude Terrail, reçoit les plus importants d'entre eux. Ils mettent à profit cette proximité pour faire du renseignement avec les services secrets français de Londres. Tous les officiers allemands sont un jour venus à la Tour d'Argent. Mon père m'avait raconté qu'il était parti avec Göring, qu'il avait invité à visiter la Normandie, et mon père ne pouvait pas refuser. Et qui lui a permis évidemment de voir beaucoup de choses que, à mon avis, les Allemands n'avaient pas prévues ou auraient préféré qu'ils ne voient pas. Claude Terrail assiste ainsi aux côtés de Göring aux premiers travaux de fortification du littoral français par l'armée allemande. Dans les vignobles occupés, les autorités allemandes comprennent qu'il faut trouver un moyen de contrôler leurs troupes, qui pillent non seulement les Français, mais également les biens réquisitionnés qui sont destinés au Reich. Maintenant, les formes seront respectées. Le vin fait figure de produit tout à fait ciblé par les Allemands, ciblé pour une multitude de raisons, pour la population civile tout d'abord, pour approvisionner les Allemands durant la guerre et faire peser l'effort de guerre principalement sur les pays occupés, et puis également pour approvisionner, ravitailler les troupes allemandes. C'est un produit vraiment qui est désigné par les autorités allemandes dès le début de la guerre comme un produit stratégique. Hermann Göring commence par faire dévaluer brutalement le franc. La cote du mark est triplée par rapport au cours d'avant-guerre. Les Allemands ont maintenant les moyens de payer. En Alsace, qui est complètement rattachée au Reich, les Allemands se ruent sur les produits français et tout particulièrement sur le vin de cette région. Et ils ont pu acheter tout ce qu'ils ont voulu parce que les magasins étaient pleins. Tout était disponible, on ne manquait de rien. Le vin coulait à flot, le vin leur coûtait presque rien. Le schnapps, pareil, n'est-ce pas, de cognac, etc. Ils pouvaient en acheter tant qu'ils voulaient, ce qui veut dire qu'il y a eu pas mal de problèmes d'alcoolisme, parce que, bien entendu, en Allemagne, le vin était beaucoup plus rare et beaucoup plus cher que chez nous. La plupart des Français pensent que l'armistice signé par le maréchal Pétain est la solution. Les producteurs et les négociants en vin sont enthousiastes. Ils savent Pétain propriétaire d'un petit vignoble sur la Côte d'Azur. Ils prennent pour allié le héros qui avait écrit pendant la Première Guerre mondiale des odes à la boisson nationale. Parmi ceux qui entendent le discours de Pétain, il y a la famille d'Elian Mihail. C'est pas lui qui avait perdu la guerre. Et nous, on admirait le fait qu'il se dévouait à prendre des responsabilités ambiguës.
dans une telle situation. Donc nos familles françaises ont été très divisées entre ceux qui, très vite, ont dit ce n'est pas tenable de suivre le maréchal, et d'autres qui disaient travail, famille, patrie. On est d'accord. Car si on a perdu la guerre, c'est que notre pays n'avait pas travaillé. Nous payons la faiblesse de la France, une absence de vision, une absence de réalisme, le Front populaire de 1936, et nous étions très sévères d'avoir perdu cette guerre dans ces conditions. On avait l'impression qu'on avait été très mal gouverné. Donc, quand le maréchal est arrivé, on a dit enfin quelqu'un de qualité. Robert-Jean de Vogüé est un aristocrate champenois. Il est l'actionnaire et dirigeant de Moët et Chandon. Son fils Ghislain se souvient de l'engouement familial pour le maréchal. Ça redonnait une colonne vertébrale au pays, avec des valeurs traditionnellement acceptées par le peuple. Travail, famille, patrie. Hein. Une nouvelle forme de guerre économique commence sur le front du vin et du champagne. Le maréchal Pétain croit qu'en collaborant honnêtement avec les Allemands, il obtiendra un allègement de l'occupation. Il se trompe lourdement. La convoitise des nazis vise notamment tous les stocks de vin. Ils représentent non seulement une valeur financière, mais aussi la sophistication et la puissance du pays. Le tracé de la ligne de démarcation fait d'ailleurs tomber la plupart des meilleurs vignobles en zone occupée. Le tracé de la ligne de démarcation a mis beaucoup de temps à être fixé. La présence du vignoble bordelais, de même d'ailleurs que la présence de la forêt des Landes, était clairement dans les discussions, et si elle est intégrée en zone occupée, c'est totalement un acte volontaire de la part des occupants. Il y a eu des situations complètement aberrantes où des fermes ou des châteaux viticoles pouvaient ainsi voir leurs champs, leurs vignobles coupés en deux de manière complètement arbitraire. Beaune et une grande partie du meilleur vignoble bourguignon se retrouvent ainsi en zone allemande. Ces grands vins à l'abri, Maurice Drouin, avec d'autres viticulteurs, mettent en place un réseau d'évasion. Ils profitent de leur connaissance du vignoble pour faire passer clandestinement en zone libre les premiers prisonniers évadés des camps allemands. C'était en général le soir, pour le dîner, on voyait arriver, en général c'était des hommes. On n'en avait jamais entendu parler, on nous disait mais si c'est le cousin, tu ne le connais pas encore, mais voilà, il vient faire notre connaissance, il va passer dîner avec nous. En réalité, je l'ai su plus tard, c'était tout simplement un prisonnier de guerre qui cherchait à s'échapper. Beaune est à quelques kilomètres de la ligne de démarcation qui a été supprimée en 1942. Et il est évident que Maurice Drouin faisait partie de la filière cherchant à aider ces prisonniers de guerre. Dans cette zone occupée, les Allemands savent qu'il y a un trésor qui dort dans les caves des producteurs de vin et de champagne français. Les autorités allemandes arrivent en Champagne. Cette arrivée est vraiment préméditée. C'est de faire main basse sur le stock de bouteilles de champagne. Les autorités allemandes le disent clairement, pour elles, c'est une prise de guerre. Ce stock, à l'époque, est de l'ordre de 140 millions de bouteilles. C'est énorme. L'élaboration du vin de Champagne nécessite un vieillissement en bouteille en cave. Grosso modo, lorsque l'on vend une bouteille, il en faut 3 ou 4 en stock. Michel Tribault est le régisseur de la maison Lançon, l'une des plus importantes de la Champagne. Son fils Jean, qui a 10 ans au début de l'occupation, se souvient de son premier contact avec l'armée allemande. Les Allemands, ils arrivaient là aussitôt l'invasion. Ils adoraient le champagne, ils raquaient un camion dans une maison, comme pour le Roger, comme chez Lançon, comme chez Moët. Puis ils chargeaient des camions de champagne, sans demander rien à personne. Quoi. Mais ils payaient avec leur monnaie, mais une monnaie qui valait rien. Quoi. Enfin bon, ils payaient. Le régime allemand comprend très vite tout le prestige et la rentabilité qu'il peut tirer du stock de bouteilles de champagne. Il faut acheter les plus grands crus. Mais pour détecter les meilleurs, le commandement a besoin d'hommes qui connaissent non seulement le vin, mais les producteurs. Les économistes du Reich se tournent donc vers les négociants allemands, créant un corps surnommé les marchands de vin en uniforme.
Les Français les baptisent d'un autre nom, les Weinführer. Leur travail est d'acheter autant de grands vins que possible afin de les envoyer en Allemagne, où ils sont aussitôt revendus sur le marché international avec un gros profit, contribuant ainsi à financer les campagnes militaires du Reich. Ils achètent aussi les moins bons qui sont distribués à la troupe. Pour la Champagne, c'est Otto Klebisch qui devient le Führer de ce vignoble. Donc Otto Klebisch, c'est un ancien agent d'une grande maison de Champagne qui a donc une connaissance très précise des stocks de champagne et du fonctionnement de la profession champenoise. Donc c'est quelqu'un qu'on pourra difficilement berner. Klebisch était un négociant en fait allemand qui avait des intérêts dans une affaire de Sekt, de mousseux allemand. Sa nomination comme Weinführer en Champagne n'était pas innocente de la part des Allemands, c'était un type qui connaissait le métier. Il était très francophile, ça je peux vous le garantir. C'était un homme, j'allais dire, intelligent, très bien élevé. Les Champenois sont malgré tout apaisés par l'arrivée de ce responsable allemand chargé des approvisionnements du Reich. Otto Klebisch a beau être très proche du pouvoir nazi, il est né en France. La Champagne est alors divisée en une multitude de producteurs. Il faut donc s'unir pour résister aux exigences allemandes. Il fallait s'interposer entre les Champenois et les autorités allemandes. Il fallait un interlocuteur. Cet interlocuteur a été nommé très rapidement en septembre 1940 par une lettre du gouvernement de Vichy et qui a désigné Robert-Jean de Vogüé comme l'interlocuteur des autorités allemandes. Dès son arrivée, Otto Klebisch est pris en tenaille. La vendange de 1940 est un désastre. Il est aussi sous pression de Berlin qui exige des prélèvements toujours plus importants sur les stocks des maisons de Champagne. Les exigences des Allemands se font de plus en plus pressantes. Certaines semaines, Otto Klebisch réclame l'envoi d'1 demi-million de bouteilles. La résistance économique s'organise. Robert-Jean de Vogüé, le dirigeant de Moët et Chandon, réagit. Le 13 avril 1941, il invite tous les producteurs à s'unir face à l'occupant. Une loi demandée par les Champenois est finalement promulguée par Pétain. Elle fonde le comité interprofessionnel du vin de Champagne, le CIVC. C'est le premier acte de résistance massif de la Champagne aux réquisitions allemandes et Otto Klebisch voit cette initiative d'un très mauvais œil. Le CIVC a voulu négocier le montant des prélèvements, le volume de ces prélèvements, répartir ces prélèvements entre tous les opérateurs, que les Allemands ne décident pas eux-mêmes où ils vont aller prélever. Et puis il s'agissait aussi de négocier un prix, et un prix, si possible, qui soit le plus près possible des coûts de production. Donc des relations extrêmement difficiles, très tendues. Fin négociateur, Robert-Jean de Vogüé retrouve chaque semaine ses interlocuteurs allemands pour des réunions sous haute tension. Son rôle était quand même assez difficile parce qu'il avait à contenter Klebisch et il avait aussi à faire accepter par ses collègues ce que Klebisch, une partie en tout cas de ce que Klebisch voulait. Parce que Klebisch en demandait toujours plus, hein, et mon père essayait d'en donner toujours moins. Les Champenois vont tout faire pour réduire ces réquisitions. Parfois, ils utilisent aussi la ruse. Ils ont des stocks de mauvais champagne qu'ils tentent de vendre aux Allemands. Il est bien évident que les Champenois ont en partie fourni des bouteilles qui n'étaient pas forcément de la meilleure qualité. Mais Otto Klebisch, qui était un fin dégustateur, dégustait les bouteilles et quelquefois refusait, avec beaucoup de force et de violence, des bouteilles qui lui étaient proposées dans le cadre de ses prélèvements. Jean Tribault est le témoin de cette première forme de résistance que tous les producteurs mettent en œuvre dans la région. On a vu des bouteilles de Moët et Chandon en brut impérial, même étiquette, mais c'était frappé en rouge en travers, réservé à la Wehrmacht. Si tu veux, le bon raisin, il était réservé à la France et leurs clients habituels. Et puis les derniers jus, bon, ils ajoutaient un peu d'eau sucrée là-dedans, ils faisaient mousser ça, puis ça était vendu à la Wehrmacht. Tout le monde se débrouillait pour leur filer un peu les rossignols, quoi.
Ils étaient contents, ça pétait, ça moussait. Bon, c'était de l'eau sucrée qui moussait, quoi. Les vins de Bordeaux, produits sur le plus grand vignoble du monde, sont tout aussi stratégiques pour les Allemands. Les producteurs et négociants bordelais en sont bien conscients. La nomination du futur Weinführer aura un impact important sur leur économie. Alors cette occupation est drôlement perçue par les acteurs du vin parce que l'Allemagne, c'est un point absolument capital, faisait déjà partie de l'horizon commercial des vins de Bordeaux. Donc ils ne savaient pas en quelque sorte sur quel pied danser. Est-ce qu'ils avaient affaire aux clients traditionnels des vins de Bordeaux? Est-ce qu'ils avaient affaire en fait à l'occupant? Et je pense que l'occupant a été assez malin de ce point de vue-là parce qu'ils ont joué sur cette continuité commerciale avec les vins de Bordeaux tout en jouant sur la rupture imposée par l'occupation et la signature du régime de l'armistice. Tous les achats effectués dans le Bordelais sont confiés par l'administration du Reich à un homme. Il s'appelle Heinz Bommers. Il dirige une importante entreprise d'importation de vin en Allemagne. Bommers est notamment l'un des plus grands spécialistes de ce vignoble et sans doute le plus gros client des vins de Bordeaux en Europe. Il encadrait, il chapeautait effectivement un réseau d'une dizaine d'acheteurs allemands qui étaient installés sur les grands vignobles, en particulier les vignobles de qualité. Et les choses sont claires. S'il a été appelé dès le mois de mai 1940 par le ministère du Reich de l'Agriculture pour être effectivement ce responsable allemand des achats des vins en France, c'est parce qu'il connaissait parfaitement le tissu économique local. Il connaissait parfaitement les vins de Bordeaux. Les autorités allemandes font une erreur de jugement. Les Weinführer ne sont pas seulement des négociants en vin et des experts qui parlent couramment le français. Ils sont aussi francophiles. Ils sont amis avec de nombreux producteurs et négociants bordelais. Ces relations amicales remontent parfois à plusieurs générations. À Bordeaux, Heinz Bommers est chez lui. Avant la Grande Guerre, sa famille avait été propriétaire du château Smith au Lafitte. Dans l'entre-deux-guerres, en tant qu'importateur, il avait maintenu des liens étroits avec la France. Bommers arrive juste après l'armistice. Pour l'instant, ses amis bordelais s'en méfient. C'était un ami proche et un client du père d'Eliane depuis des années. Les Allemands étaient des grands clients d'avant-guerre. Nos grands marchés étaient à Brême et Hambourg, par deux maisons de vin qui s'appelaient les Seinitz et les Bommers. Eh bien, M. Bommers et M. Seinitz sont arrivés nous voir comme d'habitude au bureau de mon père pour dire « Édouard, nous allons reprendre nos relations et nous achèterons nos vins correctement, j'ai les ordres. » Et mon père, glacial, lui a dit « Mon colonel, il était en uniforme de colonel, vous êtes des occupants. Nos relations seront strictement des relations que vous nous imposerez. » Il a été un peu étonné de la réponse glaciale d'un ami de toujours. Mon père lui dit « Si vous voulez venir nous voir à la maison à titre privé en civil, nous retrouverons des relations amicales de toujours, mais nous ne parlerons pas d'affaires. Et en affaires, vous représentez l'armée allemande, nous traiterons les affaires entre occupants et occupés. » Le monsieur Seinitz dont parle Eliane n'est autre que le Weinführer nommé en Bourgogne par le Reich pour acheter les vins de ce vignoble. Adolf Seinitz, directeur de la société portant son nom et représentant pour l'Allemagne de la célèbre Romanée Conti. Là aussi, cet homme arrive en terrain connu. Il connaissait bien les vins de France, en tout cas il connaissait bien les vins de Bourgogne. C'est un homme qui donc a été commissionné par le Reich pour être l'acheteur officiel, mais il faisait bien son travail en tant qu'officier, mais en même temps en tant qu'homme, et après tout il n'avait aucune haine pour les Français. Il pensait peut-être aussi qu'après la guerre, que la guerre se terminerait, qu'un jour il aurait à reprendre des relations commerciales. Pour toutes ces raisons, il a géré sa fonction de façon correcte. Il achetait des vins, il les payait autant que je sache. Je ne sais pas si les meilleurs vins de Bourgogne lui étaient offerts, il n'en était probablement pas dû. Le premier geste du Weinführer Seinitz,
est de convoquer les producteurs et négociants dans ses bureaux, à l'hôtel de la Poste de Beaune, pour les rassurer et leur réitérer son amitié. Non seulement il voulait montrer qu'il prenait à cœur leurs intérêts, mais qu'après la guerre, il espérait continuer à commercer avec eux. Tous les types de vins intéressent le délégué du Reich. En réalité, il achète des vins à bon marché, des vins de consommation courante pour la population allemande, pour les troupes allemandes. Ce sont des vins qui sont prélevés en Bourgogne, mais aussi à l'extérieur de la Bourgogne, parce que les négociants bourguignons ont des activités qui sont très présentes en Côte-du-Rhône, dans le sud de la France, dans la partie non occupée de la France, et y compris en Algérie. Algérie française, qui est l'un des premiers pourvoyeurs de vin en fait, pour l'Allemagne à cette époque. Donc des vins courants, c'est une certitude, et puis aussi beaucoup de vins de luxe, évidemment, parce que ces vins sont très recherchés pour spéculer, évidemment, dans des périodes qui sont des périodes d'incertitude. Tous les négociants en vin sont enchantés, évidemment, de son arrivée. Segnitz, ça n'est pas seulement un envoyé du Reich et de la chancellerie, c'est un ami, c'est un confident, parfois, pour beaucoup de négociants. Et c'est une aide précieuse parce que Segnitz, c'est l'homme qui peut dénouer les situations dangereuses localement. Les contacts de Maurice Drouin avec Segnitz vont d'ailleurs rapidement lui servir. À l'été 1941, il est arrêté par les Allemands. Ils le soupçonnent de faire du renseignement pour les ennemis du Reich. Maurice Drouin est un ami intime du général américain Douglas MacArthur, devenu le chef des forces armées américaines dans le Pacifique. Les deux hommes avaient combattu côte à côte pendant la Première Guerre mondiale. Il a passé 7 mois, ce n'est pas rien, à la prison de Fresnes, à côté de Paris. Alors les premières semaines ou les premiers mois, c'était les mois d'octobre, novembre, dans la mesure où il pouvait correspondre avec la famille, avec sa femme, il pouvait donner quelques instructions pour les vignes, pour la récolte qui allait se présenter. Il donnait aussi des conseils au plan économique. C'était pendant la période de la guerre, on n'a pas intérêt à développer considérablement le commerce. D'ailleurs, il ne voulait pas le faire avec les Allemands, ça ne pouvait être qu'avec des Français. Il avait en cave des vins de très grande qualité et il aimait mieux en conserver le plus possible. Malgré ces courriers qui affichent clairement sa volonté de ne pas vendre ses grands vins aux Allemands, il ne trouve rien à lui reprocher sur ses contacts avec MacArthur. Les interventions de sa famille, de ses avocats, et l'appui qu'il reçoit d'Adolf Segnitz permettent sa libération au printemps 1942. Maurice Drouin, qui était le vice-président de la commission administrative des Hospices de Beaune, à peine sorti de prison en 1942, reçoit une lettre du préfet incitant la commission très vivement à faire un cadeau au maréchal Pétain. Il ne pouvait pas faire autrement. En Bourgogne, comme dans le reste de la France, on adule le maréchal et sa politique de collaboration. Il suscite une telle vénération que le syndicat des producteurs de Bourgogne lui offre 66 caisses de vin, prenant soin d'y glisser quelques 1856, l'année de sa naissance. Maurice Drouin doit réunir en urgence l'Assemblée des Hospices de Beaune pour répondre aux exigences des autorités françaises et offrir des vignes des hospices au maréchal. Ils choisissent une parcelle très prisée d'un vignoble dominant Beaune. On va détacher une portion des hospices de Beaune, ce petit terroir qui est derrière moi, qui s'appelle les Teurons, et plus précisément la cuvée des dames hospitalières, et c'est celle qu'on offre en mai 1942. Ça devient Clos du Maréchal Pétain. Il y a une fierté beaunoise, je dirais des édiles, des élites locales. Alors pendant 2 ans, ce clos, les vendanges sont toujours faites par les hospices de Beaune. C'est elles qui doivent travailler à ces vendanges. On envoie des bouteilles tous les mois au maréchal Pétain. Il reçoit sa caisse de vin à l'hôtel du Parc. Un vignoble offert à Pétain alors que les exigences allemandes en vin ne cessent d'augmenter. La pénurie de vin est générale. La production vinicole ne cesse de dégringoler. Avant-guerre, le vignoble était déjà en piètre état. En 1940, la chute avait été de 30%. En 1942, les volumes atteignent à peine ceux d'avant-guerre. Les viticulteurs n'arrivent plus à suivre. Ils manquent de tout pour travailler la vigne. Pendant la guerre, la production de la Bourgogne a été extrêmement limitée. D'une part pour des raisons techniques, manque de personnel pour bien cultiver, manque de produits de traitement pour lutter contre les maladies, en particulier le sulfate de cuivre. Pour répondre aux réquisitions allemandes,
le gouvernement de Vichy lance une vaste campagne pour récupérer les métaux pour fabriquer le sulfate, qui sert à protéger les vignes et ainsi tenter d'augmenter la production de vin. Fournissez vous-même la matière première aux usines qui fabriqueront cet hiver le sulfate de cuivre et l'arséniate de plomb. Pour la reprise économique, pour assurer l'approvisionnement de la France, vendez à l'État vos métaux non ferreux. Le manque de sulfate de cuivre et les mauvaises conditions météo mettent à mal tous les petits producteurs. Jean Gioz est adolescent. Il se souvient des difficultés que rencontre son père, ouvrier viticole pour les grands domaines de Meursault au sud de Beaune. Les quelques arpents de vignes qu'il y possède ne suffisent plus à arrondir les fins de mois. Mon père, en 1941, il n'a rien fait, ça a tout gelé. En 1942, il a grêlé, ben on n'avait plus de sous. Et puis, il a fallu emprunter. C'est de là qu'on a connu les banques. Ça marchait bien, ils prêtaient à ceux qui pouvaient rendre l'argent. Moi, mon père, il n'avait rien du tout. On ne pouvait pas avoir du soufre et puis du sulfate pour traiter les vignes et la maladie. Alors, le raisin était un peu rachitique. Alors, ces années-là, on n'en faisait pas beaucoup non plus. Hein. Moi, j'ai aidé mon père. On y est arrivé. Hein. On n'a pas... Personne n'est mort de faim chez nous. Mais enfin... Dans les vignobles, les producteurs manquent aussi cruellement de main-d'œuvre. Beaucoup d'hommes sont encore prisonniers. Le travail de la vigne nécessite pourtant de nombreux saisonniers pour tailler ou vendanger. Du coup, les femmes et les enfants sont mis à contribution. Chez les Miail, tout le monde est mobilisé. Il faut remplir les cuves. Nous, les gosses, on travaillait beaucoup. Parce qu'on travaillait à la vigne, puisque tous les hommes étaient prisonniers ou à la guerre. Chez les enfants, les petits étaient privilégiés, parce qu'eux, ils étaient trop petits pour travailler à la terre. Donc tous ceux qui avaient 7 ans, entre 7 ans et 10 ans, ils avaient la vie belle. Mais tous ceux qui avaient entre 10 ans et 17 ans devaient tout assumer. On adorait, parce qu'on faisait ça en bande, et nous avions l'impression qu'on sauvait la France. En Alsace, la situation est un peu particulière. La région est totalement annexée au Reich. Les viticulteurs en tirent certains avantages. Dans la famille d'André Hugel, à Rigvir, on ne manque de rien pour travailler la vigne. C'est assez étonnant, mais durant toute la guerre, nous n'avons jamais manqué de sulfate de cuivre. Les bouteilles, nous avons toujours eu les bouteilles qu'il fallait, qui venaient d'Allemagne, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas d'usine en Alsace qui fabriquait des bouteilles. Par contre, le prix à payer est terrible. Impossible de tricher sur la qualité du vin ou les quantités destinées aux Allemands. L'appareil nazi contrôle en permanence les producteurs. Tout le vignoble est sous étroite surveillance. Mon père était chef d'entreprise, et n'est-ce pas, avant, bien sûr, chez nous, il n'y avait jamais eu de syndicat, mais durant la guerre, nous avions le syndicat nazi DAF, Deutsche Arbeitsfront, qui théoriquement s'occupait du tout. Nous avions un délégué dans l'entreprise, un des ouvriers était délégué du syndicat nazi. Et vous savez, durant toute la guerre, on s'est tu. On s'est tu, on n'a jamais dit ce qu'on pensait, même à un voisin, parce que ce voisin pouvait, par un mot malheureux, vous relancer un peu la surveillance de la Gestapo qui était totale. Le régime nazi, qui a cruellement besoin d'hommes en armes pour le front russe, va encore plus loin. Il mobilise différentes classes d'âge en Alsace. La famille Hugel est touchée de plein fouet. André a 2 grands frères qui partent sous les drapeaux. Impossible de déserter, sinon les familles sont envoyées en camp de concentration. Mon frère Georges, né en 22, est parti en octobre 1941 pour faire le 6 mois de service du travail du Reich. C'est comme ça que ça se traduit, RAD. C'est-à-dire, en fait, c'était une préparation militaire et mon frère est parti à la Wehrmacht et en mars, il devait partir en Russie. Dans les vignobles, pendant que les producteurs font tout leur possible avec les moyens du bord pour retrouver un niveau de production élevé et satisfaire les réquisitions allemandes, pour d'autres, l'occupation est une aubaine. Les intermédiaires entre les producteurs de vin et les acheteurs allemands s'appellent les négociants.
Ce sont eux qui profitent immédiatement de la nouvelle organisation du marché du vin monopolisé par les acheteurs allemands. Chez ces professionnels du commerce, les chiffres d'affaires explosent. Le marché du vin est un Eldorado fantastique qui permet de faire croître des fortunes sans commune mesure avec l'avant-guerre. On voit des aventuriers pulluler, créer des officines marchandes de toutes pièces et devenir parfois en quelques mois de véritables acteurs opérationnels sur le marché du vin et constituer surtout des fortunes tout à fait stupéfiantes. Pendant la guerre, Joseph Roman est comptable pour un grand négociant de Beaune. Si, les affaires ont marché, c'était bien. C'était florissant. Si, il ne faut pas. Puis alors, ceux qui ont travaillé avec les Allemands, alors là, je ne dis rien, mais ça travaillait, quoi. Dans cette partie de la Bourgogne occupée, il flaire les bonnes affaires et l'argent facile. Chez les négociants de ce vignoble, une minorité, entre 15 et 20%, va s'enrichir en faisant des affaires fabuleuses. Ils sont sans scrupules, prêts à tout pour vendre aux occupants. On connaît bien sûr sur Beaune des noms de personnalités qui se sont enrichis très rapidement. André Boisseau, Henri Leroy, Marius Clerget. À quelques kilomètres de Beaune se trouve le village de Pommard, où l'on élabore de grands vins blancs. C'est dans ce village que se trouve l'entreprise des Clerget. C'est un personnage qui est à la tête d'une petite maison de commerce à la veille de la guerre et qui très vite, avec ses frères, va s'enrichir de façon assez spectaculaire en allant chercher évidemment les ventes auprès des délégués du Reich successifs et puis auprès des officines nazies, la Gestapo, la Wehrmacht. Il va travailler avec la Kriegsmarine pour essayer d'étoffer ses affaires et sa réussite est très grande très rapidement. C'est un personnage qui sombre très vite dans le collaborationnisme politique le plus exacerbé et qui parade dans les rues de Pommard avec un uniforme de la Wehrmacht pour imposer son autorité auprès de ses concitoyens. Témoignage rare, Gilberte Motte est la fille d'un petit producteur de Pommard. Son père s'occupe alors de la coopérative du village. Adolescente, elle assiste aux excès de la collaboration dans le vignoble bourguignon. Ah ben le Clerget, puis on le savait, les Allemands étaient chez lui, il était avec eux comme avec un copain. Il était collabo, et puis alors il avait tout ce qu'il voulait. Il y avait des croix gammées à toutes les fenêtres, j'y revois dans ma tête. Très rapidement, ces négociants vident tous les stocks disponibles. Pour continuer à faire de l'argent, il leur faut trouver du vin à tout prix, quelle qu'en soit la qualité. Et nous avons des négociants qui partent à la quête de volumes colossaux de vin à l'extérieur de la Bourgogne, plus au sud, en direction de l'Algérie jusqu'en 1942, puis ensuite sur le sud de la France, puisque Adolf Segnitz, délégué du Reich, est également délégué pour les côtes du Rhône et pour la Provence. Les négociants profitent du chaos de la guerre pour mettre au point des montages financiers. Ils leur permettent de contourner le blocus et d'accroître leur fortune en pratiquant l'évasion fiscale à grande échelle. Un certain nombre de circuits s'enchevêtrent à l'échelle européenne, y compris durant les années les plus dures de la guerre, ce qui permet à nos négociants de vendre en réalité par l'intermédiaire parfois de pays neutres, parfois de paradis fiscaux, je pense en particulier à Monaco, et qui permet de vendre des quantités fabuleuses de vin à l'extérieur, y compris à des pays belligérants opposés à l'Allemagne. Monaco, c'est un territoire assez particulier, occupé en réalité et neutre en même temps, occupé par l'Italie, mais pays neutre tout de même, qui a des relations internationales avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne pendant la guerre. Toutes les grosses ventes se font par Monaco, et Monaco abrite une centaine de sociétés prête-nom, qui sont des sociétés écrans en réalité, et qui camouflent des sociétés de commerce françaises. Dans le sud-ouest, les négociants bordelais sont aussi actifs. Ils sont en concurrence directe avec les bourguignons. Le Bordeaux est aussi très recherché. Et là, les Weinführer achètent beaucoup de vins fins pour de grandes personnalités allemandes, comme Göring, et des quantités astronomiques de vins de consommation courante. Il y a de grands négociants qui vont créer des sociétés écrans. C'est le cas de la maison Echnor avec la Société des grands vins français qui va destiner la plupart de ses ventes pour les demandes de Böhmers. Louis Echnor, surnommé le roi de Bordeaux, est un négociant âgé de 70 ans en 1940. Il est depuis longtemps spécialisé dans l'exportation vers l'Allemagne. Avant la guerre, il a fait des affaires à grande échelle avec ce pays. Son entreprise est florissante. À Bordeaux,
Ses liens étroits avec le commandement allemand lui permettent d'augmenter encore un peu plus sa fortune. Avec l'occupation, tout naturellement, la société de Louis Echenor va poursuivre et intensifier son commerce avec l'Allemagne, devenant aussi une sorte d'intermédiaire privilégié entre Böhmers, entre les commerçants allemands et les négociants français. Ça s'est fait tout à fait naturellement et dans la continuité de ce qui se passait au préalable. Et pendant l'occupation, non content d'être négociant, Louis Echenor va aussi jouer un rôle dans le monde politique, puisqu'il va notamment s'inscrire dans le groupe Collaboration. Collaborateur, Echenor est aussi un personnage extravagant qui adore le luxe. En affaires, il est tout aussi flamboyant, étalant ses contacts allemands dans Bordeaux occupé. Il est notamment cousin avec Ernst Kuhnenmann, le commandant du port de Bordeaux. Au point d'ailleurs que Louis Echenor va avoir la sottise d'aller se promener sur le champ de course, puisqu'il avait une écurie de course du Bouscat avec Kuhnenmann en uniforme allemand. Et ma grand-mère lui disait, mais enfin Louis, vous perdez la raison, voyez-les chez vous si vous le souhaitez, mais ne vous affichez pas comme ça, enfin ça finira très mal, c'est ridicule. Pour les grands négociants bordelais, le commerce avec l'occupant est une mine d'or. La crise de surproduction est loin derrière. En 5 ans, ils ont vidé les caves et les chais de toute la région. L'aubaine est générale, y compris en Alsace, où quelques négociants ont parfaitement compris tout le bénéfice qu'ils pouvaient tirer de leur nouvelle situation politique et géographique. Le vin était un produit de spéculation, c'est-à-dire tous les petits viticulteurs ont fait de l'argent parce qu'enfin, ils avaient trouvé des clients alors qu'avant-guerre, ce n'était pas évident. Il y avait de grands négociants, donc, et notamment à Rosheim, où il y avait quelques-uns de ces négociants, dont la plus grande cave à l'époque en termes de stockage, 18 000 hectolitres, la fameuse maison des frères Hupster. Alors, il était spécialisé dans l'import de vins rouges et de vins blancs français. Il avait des laissez-passer à Sète ou pour aller dans le Bordelais, beaucoup de Bordeaux d'ailleurs, mais aussi des liqueurs, du champagne. Et donc, ces maisons avaient également, à travers leur activité, des possibilités de circuler dans ce qui était la France de l'époque et donc de passer cette frontière nouvelle du Reich annexé qui concernait l'Alsace. Dans ce contexte, favorable au commerce du vin, Beaune, la grande capitale du vin de Bourgogne, décide de fêter en grande pompe le 500e anniversaire des Hospices. Les grandes ventes annuelles en faveur des œuvres caritatives sont interrompues depuis le début de la guerre. Les Allemands autorisent la manifestation. En 1943, 500e anniversaire des Hospices de Beaune, on va mettre en scène, et là c'était le projet politique aussi du maire pour à la fois faire connaître sa ville, un projet politique qui est de penser ce 500e anniversaire et de le faire en grande pompe avec du faste et tout. Une ambiance formidable, ça s'est passé dans la grande cour des Hospices. Et il y avait une grande pièce de théâtre qui a eu lieu dans la cour. Je sais parce que moi j'étais au milieu des spectateurs. Alors là c'était beau, il y avait tous les pontifes allemands, il y avait même le cardinal Suard qui était cardinal de Paris. Il y avait tous les pontifes de Beaune, mais c'était vraiment bien. Lors de cette grande cérémonie du 500e et de la vente des Hospices, il y a beaucoup d'Allemands qui sont présents. En revanche, dans la salle de vente, ils sont en civil, on ne les voit pas en uniforme. Mais tout autour, dans les dégustations qu'il y a autour, ils entrent en uniforme et ils sont là, ils sont bien présents. Les Hospices ont beau vendre du vin aux négociants qui s'empressent de le revendre à l'occupant, l'institution est au-dessus de tout soupçon. Depuis quelques mois, les sœurs ont mis en place un vaste réseau d'évasion. On a caché des aviateurs britanniques, on a caché des gens qui fuyaient, etc., sous des fausses identités. Même les sœurs ont fait un simulacre d'enterrement d'un aviateur britannique pour qu'il puisse s'échapper. Maurice, le père de Robert Drouin, va lui aussi en profiter. Depuis sa sortie de prison, il a rejoint un réseau de résistance. Cache d'armes, logistique, il est finalement dénoncé. 6 heures du matin, toc toc, à la porte, c'était les Allemands. Nous venons chercher M. Maurice Drouin. Désolé, il n'est pas là, il est parti pour Paris hier soir.
Maurice Drouin avait prévu le coup. La maison est au-dessus des caves. Par un escalier, il est descendu dans les caves. Il s'est habillé là-bas. Et puis, les Allemands pouvaient se douter que les caves donnaient sur des rues et avaient encerclé le bloc de maison, soit 4 rues. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait une cave qui donnait dans une 5e rue par laquelle Maurice Drouin a pu s'échapper. Il est allé se réfugier aux hospices de Beaune et, avec les sœurs hospitalières, arrangé qu'une chambre lui soit réservée. Certainement, cela lui a sauvé la vie. Dans tous les vignobles, des producteurs de vin sont entrés en résistance. Refus de vendre du vin aux Allemands, réseau d'évasion, sabotage du vin et du champagne. Ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre l'armée de l'ombre. Bernard de Nonancourt, l'un des fils de Marie-Louise de Nonancourt, la propriétaire de Laurent-Perrier, quitte la Champagne avec l'idée de rejoindre le général de Gaulle à Londres. Il finira par prendre le nid d'aigle d'Hitler avec le général Leclerc. Pour l'instant, il tente de quitter clandestinement la France. Bernard de Nonancourt s'en va. Il se retrouve à Grenoble. On lui avait donné le nom d'un prêtre qui lui-même lui dit écoute, va voir l'abbé Pierre Grouès. Et il va au confessionnal. C'est là qu'il se rend compte et il raconte sa salade, enfin son parcours, pardon, à l'abbé Pierre qui lui dit écoute, viens me voir ce soir au presbytère. Et l'abbé Pierre lui dit je peux t'aiguiller sur le maquis de Malvalde, maquis du Vercors, sous le pseudonyme de Petit Louis. Et là, il va vivre une bonne année. Et puis alors, le maquis va être désintégré par les Allemands. Il va y avoir une fusillade terrible. Mais Bernard l'avait quitté 2 jours avant pour une mission. Non loin de là, à Épernay, un autre homme est entré en résistance. Robert-Jean de Vogüé, le patron de Moët et Chandon et directeur du CIVC, s'oppose de plus en plus violemment aux réquisitions du Weinführer Klebisch. Il est aussi l'un des chefs d'un réseau de résistance en Champagne. Ce réseau fait notamment du renseignement. Il fournit des informations sur les mouvements de troupes. Pour y parvenir, Robert-Jean de Vogüé utilise les bons de livraison des bouteilles à l'armée. Cela lui permet aussi de repérer certaines usines d'armement allemandes cachées dans sa région. Ces informations sont ensuite transmises au service secret de la France libre. Il fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Eleter, qu'il a mis en place, qui est un réseau, en fait, l'idée c'est de constituer une armée prête au combat quand les Alliés arriveront. Mais ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien, et en fait il va être arrêté en 1943. Un membre de son réseau a craqué devant la torture et a livré des noms. Mon père ne lui en a jamais voulu. Il s'est toujours dit que dans des conditions comme celle-là, on ne peut pas savoir quel est son comportement. Robert-Jean de Vogüé est condamné à mort par un tribunal de Reims aux ordres des Allemands. Ils obligent également les journaux français à dénoncer l'aide apportée par de Vogüé à la résistance. La propagande montre notamment la découverte d'armes dans des caisses de champagne Moët et Chandon. La nouvelle cause une onde de choc dans toute la Champagne. Comme tout le monde savait son rôle important, ça jetait une alarme en Champagne, et les gens se disant « Aïe, nous n'avons plus l'interlocuteur, donc qu'est-ce que vont faire les Allemands? Ils vont exiger sans que nous puissions nous défendre. » Toute la Champagne se soulève, c'est-à-dire que Maurice Leflon, qui est le délégué CGT, lance une grève générale. Mais les représailles sont très dures. Les entreprises qui se sont associées au mouvement de grève sont chacune condamnées à une amende de 600 000 francs ou à une peine d'emprisonnement de 40 jours pour leur directeur. La plupart préfèrent payer. Robert-Jean de Vogüé voit sa peine commuée à la déportation. Il a quand même été en déportation ce qu'on appelait Nacht und Nebel, ce qui veut dire nuit et brouillard. Or, les gens qui étaient fichés nuit et brouillard ne devaient pas revenir. Moët et Chandon est décapité. Ses cadres sont emprisonnés ou déportés. En quelques mois,
les autorités d'occupation placent la société Moët et Chandon sous administration allemande. L'homme placé à sa tête est Otto Klebisch. Mais cette confiscation est de courte durée. Les Français et leurs alliés débarquent en France à partir de juin 1944. Tous les Allemands installés dans les vignobles plient bagages dans la précipitation. À Beaune, juste avant la libération, les amis français du Weinführer Adolf Sehnitz prennent quand même le temps de le remercier. Le 18 septembre 1944, au moment de l'effondrement total et du repli de l'armée allemande en France, François Bouchard, président du syndicat des négociants en vin de Beaune, à la tête des notables de Beaune, organise un dîner d'adieu pour Adolf Sehnitz et pour le remercier en réalité de sa bonne collaboration durant la guerre et des bonnes opportunités qu'il a permis auprès des commerçants et des négociants. En Bourgogne, pendant leur retraite, les Allemands continuent de se battre. Début septembre, ils sont encore près de Beaune, dans le village de Meursault où habite la famille de Jean Gioux. Il y a eu un peu de dégâts, mais à Meursault, le pire, c'est qu'ils sont rentrés dans les grands crus et puis ils les ont traversés en diagonale jusque dans le pays à côté. Sur 50 mètres de large, il n'y avait plus grand-chose, quoi. Il y avait des tas de fils de fer, les piquets cassés, les vignes cassées. J'en connais un qui était triste parce que mon père, il avait une vigne de premier cru, c'est juste celle-là qui sont passées dedans. Elle a été ravagée, on peut dire à 80%. Parce que les raisins, ils étaient déjà formés. C'était la veille des vendanges, quoi. Encore 2 semaines, et puis c'était les vendanges. Au même moment, d'autres troupes libèrent la Champagne. Début septembre, les Américains entrent dans Épernay. Un à un, les vignobles sont libérés. On a vu une colonne américaine qui passait à toute vitesse, il y a le tractre. Et alors nous étions ébahis. Je leur balançais les bouteilles qui restaient de la Wehrmacht. Ils étaient contents comme tout, ils n'ont pas fait attention, c'était marqué réservé de la Wehrmacht. Ils ont bu du champagne, de l'alcool, de l'eau de vie. Ils ont bu... Ma mère faisait beaucoup de cerises à l'eau de vie. Ils ont tout vidé, tout avalé. Et les soldats les portaient pour les remettre dans ces gros véhicules à chenilles. Puis ils sont partis comme ça. Il y a même un Français qui gueulait parce qu'il gueulait, j'avais plus de bouteilles. Moi je suis Français, j'en ai. Parmi ces soldats qui libèrent la Champagne, il y a Al Ricciuti, un jeune GI franco-américain de Baltimore. Bilingue et traducteur dans l'armée, il est affecté à la 2e vague du débarquement en Normandie. Il arrive avec l'armée du général Patton à Avenay-Val-d'Or, en Champagne, dans les derniers jours du mois de septembre. Il stationne quelques jours dans ce petit village. Ils sont dans le village et je crois qu'ils voient les jeunes filles là, et donc ils en profitent comme ils parlent français et ils sont bien sûr invités à manger, à avoir un vrai repas et ils campaient à quelques mètres de leur maison, là, dans un champ juste à côté. Et après le bivouac, ils viennent déguster un petit peu de champagne chez l'habitant, donc certainement un petit moment de réconfort bienvenu. Et donc ils rencontrent les 3 sœurs, hein, ils étaient plusieurs amis. Et après, ils ont correspondu tout le temps de la guerre. Il y a quand même un joli coup de foudre d'entrée. Le coup de foudre est réciproque. Paulette Révolte est l'aînée des 3 sœurs de cette famille. Les Révoltes ne sont alors que de petits producteurs. Ils se sont installés dans ce haut lieu du Pinot Noir champenois juste avant-guerre. Al Ricciuti ne reste que quelques jours en Champagne. Son unité repart au combat dans l'est de la France. Début décembre 1944, les troupes américaines entrent en Alsace. Chez les Ugel, dans la région de Rigvir, le bilan humain est très lourd. Les 7 villages autour de nous, Sigolsheim, Kinsheim, Kaisersberg, Ammerschwir, Benvir, Ostheim, ont été détruits à 100%, avec énormément de civils tués. Un bilan humain très lourd et un vignoble qui subit d'importants dégâts. L'hiver 44-45 a été très froid, il y a eu de la neige, ce qui fait que les obus qui tombaient sur le sol gelé éclataient immédiatement, c'est-à-dire les éclats détruisaient les pieds de vigne. Mais le pire, c'était les chars, les Sherman, qui se promenaient dans le vignoble, qui accrochaient des fils de fer, qui tiraient des kilomètres de fils de fer derrière eux. Nous avons eu la chance d'être libérés par les Américains de la 36e division d'infanterie du Texas,
qui nous ont libérés le 5 décembre 1944. Début janvier 1945, toute l'Alsace est libérée. Dans cette région, totalement annexée au Reich pendant 4 ans, la libération a pourtant un goût amer. Plusieurs centaines de milliers de jeunes enrôlés de force manquent encore à l'appel. Nous étions bien sûr ravis, mais il n'y a pas eu comme dans les films qu'on voit les troupes de Leclerc qui arrivent à Paris, les gens avec des fleurs, etc. Non, nous étions heureux, mais à ce moment-là, nous étions séparés de mon frère et de tous les autres soldats alsaciens qui étaient dans l'armée allemande. Donc là, vous voyez, le problème est totalement différent en Alsace. Contrairement à l'Alsace, dans le sud-ouest, après avoir vidé le Bordelais de son vin, les Allemands se retirent sans combat. Le monde du vin joue un rôle important dans cette libération pacifique. Elle est le fait de ceux qui étaient les plus proches des Allemands. Adrien Marquet, le maire de Bordeaux, va jouer à ce titre-là un rôle important, mais aussi Louis Echenor. Louis Echenor, notamment, va prendre contact à la mi-août avec Ernest Kuhnmann, qui est le commandant du port de Bordeaux, pour lui demander de sauver le port. Et il négocie lui-même, si vous voulez, il met tout son poids, il supplie au fond Kuhnmann de se comporter d'une manière intelligente en lui disant mais ça ne servira à rien de faire des victimes en plus, ça ne servira à rien de faire des dégâts. Non, il vaut beaucoup mieux partir dans l'honneur et tout se passera à peu près bien. Ces liens familiaux avec le commandant allemand Ernst Kuhnmann du port de Bordeaux ont permis de négocier l'ordre direct d'Hitler qui avait ordonné de faire sauter le port et de se battre jusqu'au bout. Globalement, les Allemands laissent quasiment intact derrière eux l'outil de production du plus prestigieux domaine viticole du monde. À part le domaine des Rothschild, qui a copieusement été pillé et endommagé, chez les Mihail, on se réorganise. Et je ne vous dis pas l'état dans lequel on a retrouvé les châteaux. Donc il a fallu tout nettoyer, comme on n'est pas un sou. On a donné un coup de peinture au rouleau, on a bouché les trous, et puis on a refait démarrer les propriétés comme on a pu. Dès la libération, l'épuration débute à Bordeaux et dans tout le vignoble bordelais. Elle est immédiate. Les résistants s'attaquent aux symboles, à ceux qui en ont le plus profité, les politiques et surtout les négociants en vin. Le plus illustre d'entre eux est Louis Echenor, dit le roi de Bordeaux. Il a une grande chance, c'est d'être arrêté par les FFI et non par les FTP. Parce que tous ceux qui ont été arrêtés par les FTP ont eu un traitement beaucoup plus sévère et ça a été beaucoup plus difficile. Il va être mis en prison au Fort Dua dans une cellule qu'il partage avec Marquet et avec l'abbé Berger et puis il va être jugé par un tribunal qui est présidé par M. Lambert de Sesseau, qui d'ailleurs est devenu un résistant farouche après avoir été un collaborateur acharné. Ces bonnes choses étant dites, il va être très lourdement condamné. Le roi de Bordeaux est finalement relâché, et comme d'autres négociants en vin, il est déchu de ses droits civiques et assigné à résidence. En 1945 et 1946, l'épuration économique s'attaque aux profits illicites. Les fortunes des grands négociants comme Louis Echenor sont sérieusement ponctionnées. C'est près de 1 milliard de francs de confiscation, 1,7 milliard d'amendes à la fin de l'année 46. Donc entre 45 et 46, c'est près de 2,7 milliards, 3 milliards de francs qui ont été prélevés des négociants bordelais pour leurs transactions avec l'occupant allemand. Mais cette épuration, elle est passée sous silence et encore aujourd'hui, on peut parler très facilement d'épuration manquée parce que la presse ne s'en fait pas l'écho pendant la période. Et au contraire, la presse, un certain nombre de partis politiques, notamment les communistes en premier lieu, vont dénoncer l'absence d'épuration. Des amendes et des redressements fiscaux pour les négociants bordelais. En revanche, rien pour les grands négociants collaborateurs bourguignons. À la Libération, tous obtiennent ou achètent des cartes de résistants. Résistants, ils sont à l'abri des représailles. Tous mettent aussi en avant la nécessité économique vitale de reconstruire le pays en cette période de chaos. Résultat, après la joie de la Libération, une chape de plomb et de silence s'abat sur la Bourgogne.
Il y a eu des règlements de compte. Il y en a qui ont quitté Beaune automatiquement. Hein. Comme ça, ni vie ni connu. Ailleurs, ils ne sont pas connus. Ah si, il y en a qui sont partis. C'est obligé. Ça engendre évidemment la question des profits illicites qui est considérable ici en Bourgogne et en Côte d'Or en particulier, mais qui est une question qui est assez rapidement évacuée par la justice, qui est d'une bienveillance assez large. Alors on a, à travers les archives, quelques indices sur ces sommes. On parle de plusieurs centaines de millions accumulés, des lingots d'or. Tout est placé à travers des appartements, des achats de casinos, d'hôtels particuliers à Paris. Des domaines entiers se sont constitués à l'étranger pour certains négociants en vin, mais tout cela est évidemment très opaque parce que ça transite principalement par des circuits du marché noir. De leur côté, les hospices de Beaune se battent pour récupérer une partie de leur domaine, rétrocédés sous la pression au maréchal Pétain pendant l'occupation. Les biens du maréchal Pétain sont mis sous séquestre et donc le clos ici est mis sous séquestre, comme tous les biens du maréchal Pétain. Et la vendange 1944 a bien lieu, mais elle est rétrocédée aux hospices. Ce qui va se jouer, c'est comment les hospices vont récupérer ce clos du maréchal. Il y a un procès juste en 1946 qui permet cette restitution. Il perd le nom du clos du maréchal Pétain, il revient à cuvée des dames hospitalières. Et en fin de compte, une partie du vin, des bouteilles qui restaient, est achetée par un négociant qui ne les remet sur le marché véritablement que dans les années 90-2000. Le même sentiment d'inachevé prévaut aussi dans le vignoble champenois, malgré une résistance bien réelle. Certains collaborateurs et profiteurs sont passés entre les mailles du filet de l'épuration. On s'attaque surtout aux symboles. À Reims, la justice s'en prend au directeur général des Champagnes-Pommery. Le marquis Melchior de Polignac est aussi président d'honneur du groupe Collaboration. Il est condamné à une peine de 10 ans d'indignité nationale. Quand Pommery est passé dans le giron Lançon via mes beaux-frères Gardinier, on a retrouvé dans les archives des invitations du Feldmarschall Göring, de ceci, de cela et autres. Bon, que faites-vous? Vous êtes à la tête d'une maison dans un pays occupé. Vous avez été la vedette, vous avez représenté la France aux Jeux Olympiques sous le régime hitlérien. Vous foutez à la porte le maréchal? Le marquis Melchior de Polignac est finalement blanchi par la justice française d'après-guerre. Il se retire des affaires, mais reste marqué du sceau de la collaboration avec l'occupant. Le marquis fournissait notamment des informations politiques au service de renseignement nazi. La dernière cible de l'épuration est le CIVC, le Comité interprofessionnel du vin de Champagne, créé sous le gouvernement de Vichy. Les juges chargés de l'épuration demandent sa dissolution, pure et simple. Il n'en sera rien. Les professionnels du vin de Champagne reconnaissent l'utilité de cette institution. Comme dans les autres vignobles français, le climat général est à l'apaisement. C'est dans cette même ville de Reims que la Seconde Guerre mondiale prend officiellement fin. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en raison du passé martyr de Reims, Dwight Eisenhower a décidé d'établir son quartier général à Reims, où il a laissé un très bon souvenir. On raconte de lui qu'il circulait en bicyclette, il avait une profonde humanité avec la population. Il a vécu pratiquement 6 mois ici et c'est en raison de sa présence ici qu'on a signé l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, à Reims, le 7 mai 1945. Staline est furieux que cette reddition soit signée à Reims. Les Russes qui avaient besoin d'une signature plus éclatante et qui s'étaient beaucoup battus à Berlin pour libérer cette ville, ont demandé une signature, si je peux dire, plus flamboyante le lendemain à Berlin. Après la guerre, le travail continue dans les vignobles français. La météo de cette année 1945 est très particulière. Une vague de douceur suivie de gel, de grêle et enfin de canicule. A priori, 1945 s'annonce comme un millésime hautement problématique. Mais les viticulteurs sont depuis longtemps convaincus que la guerre et le vin entretiennent des relations particulières. Par la grâce du Seigneur, le millésime est toujours mauvais quand la guerre éclate, et toujours excellent quand les combats prennent fin. Une fois de plus, l'histoire leur donne raison. Si 1939 avait été l'une des pires années du siècle,
1945 est l'une de ses meilleures. Alors 1945, grande année, c'est l'année de la libération. La récolte n'a pas été très abondante, il n'y avait pas beaucoup de raisins, mais cela contribue aussi à la qualité. Il y a eu de la gelée, ce qui a réduit beaucoup la production dans certains endroits et surtout de la grêle. En définitive, une très grande année de production très limitée. Rares sont les bouteilles qui existent encore. La puissance, le tanin, la maturité du raisin, la concentration, la complexité, un grand millésime. D'ailleurs, 45, 47, 49 ont été 3 millésimes, après la guerre, qui ont été de très grands millésimes. Personne pour l'acheter. C'était un millésime qu'on attendait depuis 1929, pour avoir un millésime de qualité. Personne pour l'acheter, car notre grand marché était l'Angleterre, était ruiné. La Belgique, la Hollande, n'en parlons pas, et l'Allemagne, n'en parlons pas non plus. Donc le 45 n'a pas trouvé acheteur, car le marché est resté bloqué à Bordeaux jusqu'aux années 60. Après, la Bourgogne a repris progressivement son envol, encore qu'il a fallu une bonne dizaine d'années pour récupérer un peu. Et j'ajouterai que les vignes qui avaient souvent été replantées après le phylloxéra vers 1885-1900, elles étaient très vieilles. Mais pour replanter une vigne, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, et l'économie n'était pas suffisante, donc il n'y avait pas eu encore beaucoup de replantations. Ce n'est qu'à partir de 1960 et quelques, vraiment, les vignes ont pu être renouvelées. En Champagne, 1945 est aussi une bonne année. Mais les réquisitions allemandes ont vidé les caves et les stocks. L'occupant laisse une grosse ardoise derrière lui. Au sortir de la guerre, l'économie champenoise est exsangue. Les maisons sont au bord de la faillite. Le stock, qui était de 140 millions de bouteilles lorsque les Allemands sont arrivés, est descendu à environ 80 millions de bouteilles. Mais cette économie champenoise, elle est toujours vivante. Elle est prête à redémarrer, mais il faudra beaucoup de temps. Les quelques 40 millions de bouteilles qui étaient vendues avant-guerre n'ont été retrouvées que dans les années 60. Donc il a fallu beaucoup de temps pour retrouver le niveau d'activité, le niveau d'expédition qui existait avant la guerre. La guerre a bien entendu sûrement changé les choses, mais il faut dire que le grand développement du champagne est intervenu après la Seconde Guerre mondiale, puisque de 1750 à 1939, on passe de 0 bouteilles à 40 millions de bouteilles vendues, et de 1945 à aujourd'hui, de 40 millions à 300 millions de bouteilles pour l'ensemble de la profession. C'est dire que c'est après la Seconde Guerre mondiale que le champagne a fait son décollage international sur les 5 continents. La guerre a surtout purgé les marchés, des marchés qui étaient encombrés, saturés avant le conflit et qui vont évidemment se renverser considérablement. Le vin devient un produit rare et cher, ce qu'il n'était pas avant-guerre. D'une certaine façon, 1945 est le dernier grand millésime du XXe siècle. Au total, le pouvoir nazi a réussi à sortir des caves françaises près de 50 millions de bouteilles de champagne, de Bourgogne et de Bordeaux de qualité, et des dizaines de millions d'hectolitres de vin de consommation courante. Les Allemands étaient les occupants. Ils ont mis en place une redoutable machine à piller légale. Ils achetaient en utilisant la menace. Certains Français se sont considérablement enrichis. Parmi eux, peu ont été punis. Mais dans l'ensemble, les producteurs ont résisté. Ils ont su garder la plupart de leurs grands vins. Ces grands vins leur ont permis de relancer leur commerce après-guerre. 8 ans plus tard, le 8 juillet 1962, dans la capitale du Champagne, les Français sont surpris de découvrir des drapeaux allemands flottant aux côtés des Français. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, un président français accueille un chef d'État allemand. Mon père, Jean Tétinger, était à l'époque député maire de Reims, jeune député maire de Reims, et que c'est lui qui accueille le chancelier Adenauer et le général de Gaulle à Reims pour les emmener à la cathédrale
voir Monseigneur François Marty pour cette réconciliation, que le général de Gaulle et chancelier Adenauer ont voulu sacrer, c'est-à-dire qu'ils ont voulu, c'était deux grands chrétiens, ils ont voulu une vraie messe qui a duré longtemps, je m'en rappelle très bien, et ils ont tout mis sous l'autorité divine. Ils n'ont pas voulu que ça reste à leur niveau, parce que quelque part, l'un et l'autre avaient connu la guerre, ils savaient ce que c'était, et donc ça a été très fraternel. Les vins évoluent lentement et noblement. Ils portent en eux la promesse d'une longue vie. Le vin fait partie de notre histoire. Il contribue à nous définir. C'est ce symbole, cette fierté et cette richesse que les nazis ont tenté de dérober aux Français. Robert-Jean de Vogüé survit au camp de concentration. Très affaibli, il retrouve les siens au printemps 1945. Il reprend les rênes de Moët-et-Chandon et du CIVC. De retour aux États-Unis, Al Ricciuti ne parvient pas à trouver la quiétude. Il se décide à envoyer une lettre à Paulette Révolte, qu'il a rencontrée en Champagne. Leur mariage est célébré en 1963, à Avenay-Val d'Or. Al Ricciuti devient le premier Américain à faire du champagne. Otto Klebisch, Joseph Senitz et Heinz Bommers, les trois acheteurs nommés par le régime nazi, ont tous continué à acheter des vins français après-guerre pour le marché allemand. En Bourgogne, Maurice Drouin quitte sain et sauf les hospices de Beaune à la Libération. Tout comme son fils, Robert Drouin, Éliane de Langsin s'est ensuite inspirée de son père. Elle privilégie la qualité. Elle a dirigé plusieurs châteaux, dont Pichon-Longueville, qui se trouvait au bord de la faillite avant qu'elle n'en reprenne les rênes. Ce second cru classé rivalise aujourd'hui avec les meilleurs, en finesse et en profondeur. Les deux frères d'André Hugel sont rentrés sains et saufs en Alsace. Ils sont marqués à vie par leur statut de malgré nous. Leur père, Jean Hugel, lui aussi avait la foi dans la tradition. Il martelait sa devise à ses trois fils. Un vin bien traité est un vin non traité. Aujourd'hui, leur vin continue de se vendre dans le monde.